Rebonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver pour cette seconde table ronde de l'après-midi sur la relève du design roman et sa promotion. Donc c'est un peu la suite de la première table ronde qui nous permettrait de rencontrer cette question de la promotion et du discours sur le design à travers la presse. On a trois invités plus différents cette fois qui vont échanger avec nous. Je salue la présence de Anna Niederhauser, qui est responsable de la promotion du design à l'Office fédéral de la culture à Berne. Merci d'être venue. Merci à Cécile Vuillemin, qui est responsable du département design à Pro Helvetia. Et vous l'avez déjà entendu, mais bonjour et merci, Alexandre Edelman, chef de présence suisse à Berne. Merci à vous trois d'être venus. Et on va peut-être commencer, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec nos collègues journalistes, et peut-être de présenter rapidement votre institution et ses axes de travail par rapport au design spécifiquement, même si on sait tous que autant l'OFC Pro Helvetia est présent en Suisse, vous vous attachez à d'autres disciplines que le design, mais comment vous envisagez celle-ci au sein de vos actions et de vos missions? Anna, peut-être? Oui, je commence volontiers. Bienvenue aussi de ma part, c'est un plaisir d'être à Lausanne. Alors, l'OFC, l'Office fédéral de la culture, a la mission de promouvoir, de protéger et aussi de rendre visible la création culturelle et aussi le patrimoine, mais suisse. Alors, c'est vraiment un truc qui est bien sûr pour toute la Suisse, pas seulement pour des régions. Et la diversité culturelle, c'est déjà... Donc, on doit vraiment regarder à tout et protéger, promouvoir, rendre visible tout. Moi, je suis responsable pour le design, donc là, on a des mesures où on travaille dans cette mission. Et la partie la plus connue, c'est les Swiss Design Awards. C'est un concours de design qu'on fait depuis plus de 100 ans. Et puis, il y a aussi un autre prix qui s'appelle le Grand Prix Suisse du Design. Là, on a aussi une autre possibilité de promouvoir la diversité parce que c'est la Commission fédérale de design qui choisit des lauréats et le concours, c'est quelque chose où les gens peuvent postuler. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on fait en plus des achats. Et là, on travaille depuis très longtemps aussi avec le MUDAC. Et ça, c'est aussi une possibilité pour nous pour soutenir des designers, aussi des designers jeunes. Mais la relève, elle est plus à l'OFC. La relève depuis 2012 est chez Pro Helvetia. Avec ça, je passe la parole, je pense, directement à toi, Cécile. Merci. Bonjour à tout le monde, merci de l'invitation à Marco et Diane pour cet après-midi. Oui, donc Pro Helvetia, la Fondation Suisse pour la Culture, a pour mission de soutenir la promotion, la création, la promotion, la diffusion des pratiques artistiques et créatives en Suisse. Et on a spécifiquement une division design qui a été institutionnalisée en 2021, mais avec des expérimentations au soutien aux pratiques à l'intersection de la culture et l'économie depuis plus de 15 ans, qui soutient toutes les pratiques professionnelles du design, que ce soit graphiste, textile, fashion, industriel, services, etc., avec un focus aussi sur le jeu vidéo ou la création de jeux vidéo, le game design. Et on soutient donc tous ces designers professionnels, notamment les talents émergents. Donc il y a un point fort qui a été mis sur le soutien aux jeunes talents émergents dans le monde du design, principalement pour des questions de création de politiques culturelles, de limitation de budget aussi simplement. Et cette mission, elle se fait tant à l'international qu'au national à travers 3 piliers plus 1, disons. C'est un peu comme ça qu'on définit l'identité de la division. Il y a un pilier vraiment soutien à la production, donc des bourses financières pour que les designers puissent créer leurs projets, des soutiens coaching, mentoring pour en fait leur permettre de développer au mieux leur carrière professionnelle.
et un soutien plateforme internationale, donc l'internationalisation de ces designers à travers différentes initiatives. Pour certaines avec lesquelles on a un partenariat avec Présence Suisse, notamment le Salon du Meuble à Milan. Et on a ce quatrième pilier qui est un peu plus parfois difficile à expliquer parce qu'il tend à la manière transversale qu'a de fonctionner la Fondation Suisse pour la culture, qui sont tout ce qui est international et transversal ou interdisciplinaire à travers des programmes de recherche, des voyages de recherche, des résidences. Il y a aussi des appels à projets interdisciplinaires auxquels les designers peuvent postuler. Et ça, c'est aussi des outils qui font partie de notre gamme d'actions. Et voilà, je crois que c'est tout. Je toucherai sur d'autres programmes ou projets au fur et à mesure de la discussion. Le parasite d'aujourd'hui. Pour répondre à vos questions, pourquoi la diplomatie suisse est à table sur la relève du design roman, c'est, je pense, l'origine de l'invitation et du fait qu'on travaille ensemble avec Pro Helvetia et l'OFC à Milan pour la semaine du design. Présence Suisse, c'est l'agence de promotion de l'image de la Suisse à l'étranger. C'est que notre travail, on travaille on dit souvent que la perception bat la réalité. Ce n'est pas une évaluation politique du sens des choses, mais que souvent l'image domine, en tout cas l'image joue un rôle sur la défense d'intérêts. Donc on est l'agence de promotion qui travaille sur la perception de la Suisse à l'étranger pour que notre image permette de défendre nos intérêts. La défense des intérêts, donc quels intérêts sont défendus, c'est ce qui est défini par une loi sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger et par une stratégie du Conseil fédéral tous les 4 ans qui définit dans quel domaine stratégiquement la Suisse veut se positionner pour défendre ses intérêts qui vont de la diplomatie à la science, à la culture, à l'économie. Comment est-ce que par des mesures de communication, nous pouvons être utiles à la Suisse ? Et qu'il y a des domaines qui sont nouveaux stratégiques. Et ça reflète les besoins de la Suisse d'une part, et l'intérêt à l'étranger aussi. Pour qu'une opération de communication se passe bien, il faut que ce soit à la fois quelque chose dont on a besoin, mais aussi quelque chose qui intéresse les autres. Parler tout seul de soi est rarement intéressant. Parler pour faire plaisir aux autres sans que ça corresponde à nos besoins est tout aussi inutile. Donc on est ce croisement-là. Comment on prend des contenus qui existent en Suisse, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer une Suisse qui n'existe pas. On va forcément plus mettre en avant celle qui va nous valoriser. Nous sommes une agence de communication positive. Donc on va plus appuyer sur ce qui est bien, mais on prend ce qui existe et on va l'emballer pour le rendre plus audible et visible à l'étranger. Et peut-être pour la compréhension, ce qui est différent entre mes deux co-panélistes et Présence Suisse, c'est que nous avons une notion d'utilité au sens utilitariste. C'est-à-dire que c'est parfois ce qui nous réunit et nous sépare, c'est que le soutien à l'art, il y a une indépendance des artistes, alors que par définition, moi, dans mon travail, je suis limité. Prendre un artiste qui va ouvertement critiquer la Suisse à l'étranger ne fait pas partie de mon travail. Je fais mon coming out devant vous pour le bien de cette discussion, mais il faut comprendre que dans notre origine, et c'est ce qui fait la richesse de nos collaborations, c'est qu'on vient avec de lieux différents et des missions différentes, et qu'on travaille bien ensemble lorsque c'est compatible. C'est qu'il y a des zones, toute une zone du travail de Pro Helvetia et de l'OFC qui ne sont pas compatibles avec notre mission, une partie de notre mission qui n'est pas compatible, et on se concentre là où il y a des intérêts conjoints. Merci. Alors, c'est clair que vous êtes 3 entités nationales et non pas régionales, romandes ni vaudoises. Donc, on parlera principalement de design, en sachant que dans ce design, au sens large, il y a des romans, il y a des vaudois, des fribourgeois, des genevois, etc. Mais c'est clair, pour plus de facilité, je ne vais pas vous obliger à penser roman, mais de penser plutôt dans vos attributions qui sont les vôtres, et notamment dans celle de la relève en design que vous soutenez chacun à votre manière et avec vos institutions. Comment vous définissez-vous cette relève, et surtout, quels sont les critères qui vous semblent essentiels pour cibler ou défendre ces designers? Alors peut-être qu'à l'OFC c'est un peu différent puisqu'il y a des commissions aussi d'experts qui accompagnent aussi ces éléments, mais peut-être en refaisons un peu un tour de table parce qu'on va certaines fois en crescendo sur cette question des critères de la relève, et notamment de la jeune relève. Alors nous, on n'a pas des critères officiels ou plus. À l'époque, c'était
sous 40 ans. Et maintenant, on n'a aucune mesure qui est pour la relève. La relève fait partie du tout. Et si une jeune personne gagne, par exemple, le Swiss Design Awards, c'est après ce qui se passe, c'est vraiment que les gens sont visibles. C'est vraiment la visibilité d'être parmi déjà les 50 finalistes, de pouvoir aller à Bâle pour pouvoir être là à Basel dans cette énorme exposition. C'est une possibilité pour la relève, pour les jeunes, pour venir sur le tableau de design suisse, d'entrer aussi dans l'histoire du design suisse un peu. Mais on n'a plus une définition officielle, si tu veux. Ouais, au contraire, Pro Helvetia a en fait une définition officielle auquel elle doit se tenir ou devrait se tenir, qui est que la relève concerne les praticiens culturels professionnels 5 ans après la fin de leurs études ou de leur formation. La division design a déjà un peu plié la règle, puisque nous, on considère que ces talents émergents que je vous disais qu'on soutient principalement sont les designers qui ont fini leurs études il y a moins de 7 ans, donc on a rajouté 2 ans, ou qui ont fondé leur studio depuis moins de 7 ans. Et tout ça était possible en fait simplement parce qu'il y avait cette idée je vous disais que la division a été institutionnalisée en 2021, toutes ces explorations qui ont eu lieu avant, c'était dans l'idée en fait de vraiment pouvoir créer cette masse critique en fait de jeunes designers ou designers qui sont soutenus par Pro Helvetia pour justement construire dans un plus ou moins à long terme une politique culturelle pour le design. Et puis 5 ans, ça paraissait trop court par rapport au cycle en fait que vivent les studios de design ou les designers dans leur cycle de professionnalisation. Et c'est quelque chose donc, qui est toujours valide dans notre division, c'est 7 ans, et qui fait sens, mais jusqu'à une certaine mesure, évidemment, puisque vous imaginez bien que aussi ça peut être pris comme trop court, et puis qu'il y a des discussions qui sont toujours là, qui ont toujours existé, ouvrir, fermer, rester avec ces 7 ans, etc. Donc c'est des choses avec lesquelles on regarde toujours, en fait, pour essayer de comprendre quel est le mieux, comment est-ce qu'on peut coller au mieux à la scène. Et puis, bon, pas toutes nos mesures ne sont fermées aux designers qui sont professionnellement actifs depuis plus de 7 ans. Donc, il y a aussi cette chance-là. Je parlais des voyages de recherche ou des résidences, ça, il n'y a pas de limite. Et puis, nous, on a d'autres critères, en fait, juste pour préciser ça, qui viennent pas forcément valider le fait qu'on soutient la relève, mais qui parlent du type de design qu'on soutient, qui est lié à des pratiques d'innovation, des pratiques d'entrée dans le marché, mais en fait de potentielle durabilité d'un projet, en fait, justement dans cette optique de l'inscrire dans une carrière professionnelle pour les designers, au-delà, en fait, après du fait que le projet doit vraiment être centré sur le design. Et on a des jurys internationaux externes qui jugent, par exemple, toutes les aides à la production. Avec tous ces critères en tête qui permettent ainsi de définir dans une certaine mesure la relève au sens de Pro Helvetia. Et ouais, c'est des discussions qui nous animent aussi, puisque justement on est 2 organes fédéraux. On reçoit les 2 notre mandat par le Parlement aussi à travers un message stratégique qui définit nos missions sur 4 ans, mais avec des façons bien différentes de le faire. Donc c'est aussi des choses qui vont peut-être évoluer si on arrive à le faire évoluer. Nous, on travaille avec les critères des autres. Non, après, une marge, c'est que forcément, quand on s'associe, on respecte ces critères-là. Parce que je veux dire, juste sur la relève, peut-être il y a quelque chose d'assez passionnant. Alors, on a la chance d'avoir une plus grande marge de manœuvre. Et que si quelque chose est extraordinaire, mais que la personne a ouvert son studio depuis 7 ans et demi, nous avons le droit. Non, mais et c'est essentiel d'avoir des critères quand on est subventionneur, entre guillemets, parce qu'il faut être transparent et stable. Il y a une sécurité du droit. On ne peut pas changer les règles chaque semaine, même si un projet est formidable.
le rôle des deux institutions, c'est d'avoir des critères clairs pour garantir une égalité de traitement. Notre rôle, comme on est plutôt dans la production de la communication, c'est effectivement, parfois on dit medium is the message, mais parfois designer is the message. C'est que de pouvoir s'associer avec la relève, c'est quelque chose à Paris, on était aux Jeux Olympiques, l'ensemble du design graphique, enfin l'identité de la Maison Suisse a été fait avec un studio lausanno-parisien diplômé de l'ECAL, et que le fait de travailler avec la relève, c'est aussi porteur d'image. Et que parfois, de fois, je regardais, Yves Béard est formidable aussi à San Francisco pour ouvrir des portes, donc on ne joue pas l'un contre l'autre, et ce n'est pas le cas ni de Pro Helvetia ni de l'UFC, il faut bien avoir des critères. Et voilà, mais c'est que pour nous, c'est vrai que la relève, elle fait partie aussi d'un narratif, et si on montre la diversité de ce qui est produit dans cette nouvelle génération, entre guillemets, c'est aussi une façon pour la Suisse de se présenter, ou le fait de travailler comme on le fait à Milan par ailleurs, d'être avec des studios plus jeunes. On ne peut pas prétendre qu'on a un terrain d'innovation et venir toujours avec des hommes blancs de plus de 50 ans, ce qui n'est pas un défaut. Il faut aussi les avoir, mais c'est quand même aussi le fait de s'associer avec cette rêve, ça. Et il y a une richesse de ce qui se passe, y compris en Suisse romande, en Suisse, mais en Suisse romande, qui est assez géniale. Il y a plus de difficultés à choisir avec qui on travaille que de trouver des gens avec lesquels le faire. Donc c'est un problème assez formidable d'avoir cette relève-là. C'est très intéressant justement que vous parliez de toute cette richesse. Est-ce que vous arrivez du coup à identifier quels sont les types de profils ou les démarches qui sont maintenant peut-être les plus fréquentes au sein de ce marché? Alors je pense que c'est en ça où ça revient sur les discussions préalables sur le design roman, point d'interrogation. Je pense que c'est plus une attitude. C'est quelque chose d'assez pragmatique, mais qu'on retrouve dans l'ingénierie, c'est d'être orienté sur des solutions. J'ai entendu le fait que maintenant le design devenait presque plus une question de concept ou d'essence, mais quand on voit ce qui sort de l'école, in fine, il y a toujours un aboutissement formel. Je pense que la démarche a évolué, mais qu'il y a quand même on délivre et ce passé industriel reste quelque chose de fort. Et un des meilleurs projets que j'ai vu à Milan, alors le responsable était là tout à l'heure, il est parti, mais Christophe Guberand et ses équipes et Camille Blanc ont travaillé sur... Ah, t'es resté, pardon. Donc, comme ça, je ne peux pas mentir. Mais il y a ce projet UPS, sur lequel vous en avez de détails, mais on part d'une réflexion sur des enjeux de durabilité, de globalisation, de logistique, pour arriver avec ces objets compressés à base d'écorce, de bois ou de cellulose de bois, et qui réouvrent. Et on voit que ça montre pour les médias étrangers, ce qui est une façon pour nous de mesurer les choses, d'avoir un travail qui est fait dans une école de design, mais avec un lien très fort avec la technologie et avec les matériaux, sur des enjeux globaux et de société, avec in fine un résultat qui n'est pas encore commercialisé, mais qui pourrait être exploitable, et c'est fait par des chercheurs, et transversal. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que cette transversalité-là, la polyvalence et la conviction qu'on ne trouvera pas une solution seule. Il y a très peu de projets qui sortent du design roman, qui sont des actes de l'artiste, qui a ce geste absolu. On est plutôt sur quelque chose, un processus où des talents travaillent ensemble. Et je pense que dans l'identité, ce qui est très suisse, nous parlons des langues nationales différentes, nous avons l'habitude de ne pas nous comprendre, donc de se concentrer sur l'efficacité. Et que cette essence suisse, ça permet d'intégrer les migrations, ça permet d'avoir des étudiants qui viennent de plein de pays, qui travaillent dans ces écoles-là. On a l'habitude d'être dans ces contextes un peu particuliers. Et je pense que ça explique une partie de ces porteurs de quelque chose, d'être orientés sur la solution, d'intégrer des talents qui vont des ingénieurs ou des designers graphiques, enfin, tous ensemble, d'être orientés. C'est presque du design thinking avant l'heure, ça a toujours été le cas, puisque les ingénieurs sans les designers ne servent pas à grand-chose, la réciproque est valable, et qu'on l'accepte. Il n'y a pas ce fantasme de l'homme ou de la femme providentielle qui aura ce talent christique de délivrer la solution de demain. Il y a quelque chose d'assez, une humilité face au travail qui est suisse et romande et qui donne des résultats qui sont, à mon sens, plutôt passionnants. Oui, je veux juste... comment dire, tu as raison, c'est quelque chose qu'on observe aussi chez nous, parce que les Swiss Design Awards sont quand même une sorte de seismographe, on dit ça aussi en français. Et là, depuis 5 ans, vraiment les questions ont changé vraiment complètement, et ça c'est aussi un truc qu'on voit, je trouve aussi vraiment tout ce qui est processus de la recherche plutôt dans les matériaux, des questions de la société, comment durabilité, bien sûr, ça a complètement changé, et
quand moi j'ai commencé dans le design il y a 15 ans, c'était vraiment l'objet fini, parfait, qui était intéressant. Mais maintenant, ça a changé et c'est très, très intéressant. C'est une phase très intéressante et c'est quelque chose qu'on discute souvent ensemble. Et oui, on réfléchit comment on peut être le plus... comment on peut aider le mieux pour cette nouvelle phase dans le design. Donc c'est une phase très intéressante et beaucoup aussi motivée de la Suisse romande. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient d'ici et ça se voit dans les deux écoles. Et, oui, vraiment, ça on observe aussi chez nous. Oui, je peux que rejoindre ce que les deux panélistes ont dit par rapport à la manière dont les jeunes générations veulent embrasser en fait ces sujets ou ces challenges globaux. Peut-être ce que je peux rajouter, ça a été évoqué dans le panel précédent, c'est aussi la manière de considérer sa carrière ou la réussite en fait dans la carrière d'un designer par rapport à toute la diversité en fait des possibles. À l'heure actuelle, que ce soit monter son propre studio, être engagé par une entreprise, bosser pour des startups, pardon, justement, de l'EPFL ou de l'ETH, ou voilà, n'importe quel autre écosystème de l'innovation, que ce soit de travailler sur plusieurs projets collaboratifs, multidisciplinaires, etc. Je pense qu'il y a vraiment cette prise en compte de l'union qui fait la force par rapport à qu'est-ce que le design peut faire et comment il peut le faire et que voilà, la diversité des carrières possibles est vraiment là et on essaye de le faire aussi à Pro Helvetia par rapport à des enjeux justement autour de l'entrepreneuriat, pas forcément de dire que chaque designer doit devenir cet entrepreneur, cette entrepreneuse à succès, mais de plus de penser sa carrière comme étant quelque chose justement qui permet tous ces possibles d'exister et c'est quelque chose qui est plus ou moins là dans les écoles en fait. C'est vraiment, c'est en train de venir en fait, qu'il y ait de plus en plus de formation, de pont entre la fin des études et le début de la carrière professionnelle. C'est quelque chose que Pro Helvetia a identifié il y a longtemps comme étant là où on pouvait donner un petit coup de pouce à travers des programmes de coaching, mentoring. Et je pense que les écoles ont pris à bras-le-corps aussi ces sujets à travers différents incubateurs à Genève. Mais il y a ou Pulse, par exemple, mais ça date d'il y a longtemps, mais jusqu'à ce que ça porte ses fruits. À Zurich, il y a ça aussi. L'ECAL a ces programmes, en fait, aussi de business ou entrepreneuriat. Et ça, je pense que je peux aussi, du coup, nous, on peut le voir aussi par rapport à... J'ai pas de statistiques ou de chiffres à donner, mais par rapport aux candidatures qu'on reçoit, quelles sont celles plus ou moins perçues comme étant de qualité par les jurys, etc. Les clusters régionaux que forment ces écoles, que forment la vitalité d'une scène parce qu'il y a un musée, parce qu'il y a un incubateur, etc. Ça crée vraiment une dynamique aussi qui est à ne pas négliger. Et je pense que la Romandie, là, elle a encore plein de cartes à jouer, mais elle en a déjà joué pas mal et ça se voit. Pour faire écho à ce qui s'est dit aussi à la table ronde précédente sur aussi l'évolution du design aujourd'hui et ce que vous avez évoqué aussi sur des problématiques liées à la durabilité, etc. Est-ce que du coup ce changement comme ça un peu de la scène, du profil des designers, de la manière, leurs préoccupations, est-ce que ça vous a, on va dire, obligé ou orienté sur des nouvelles actions, ou en tout cas de transformer la manière dont vous aviez l'habitude de travailler? Est-ce que ça a eu un impact sur, au-delà des lauréats des prix fédéraux, est-ce que ça a eu un impact sur la manière d'organiser le prix? Est-ce qu'à Pro Helvetia, ou est-ce que dans la manière de promouvoir au DFAE et Présence Suisse le design, est-ce que tout ça a créé des légères inflexions ou changements dans votre manière de créer vos actions? C'est toujours très vite en réponse parce qu'on fait le seul truc là, donc c'est facile à répondre. Non, pas encore. Mais c'est possible. Vraiment, on est, comme j'ai un peu dit déjà, on est en train de réfléchir si c'est toujours bien
de donner des prix, de faire un concours, tout ça. Bien sûr, c'est très établi, c'est une marque qui fonctionne très bien, mais je sens aussi une génération maintenant qui n'aime pas trop faire cette compétition et qui a d'autres besoins. Donc, le seul truc qu'on a changé, je pense, c'est qu'on a invité beaucoup de gens d'entrer dans le discours avec nous. On a fait des panels, on a fait des talks pour parler. Oui, on a senti qu'il y a un besoin de dépasser seulement la remise des prix, le tapis rouge avec Alain Berset, d'avoir aussi un peu une conversation et mais c'est intéressant et bien sûr, c'était pas toujours facile les dernières années dans les jurys parce qu'il y a quand même des clashs un peu de besoins aussi et des idées et les choses qui arrivent. On a ajouté des catégories et ça, c'était pas toujours simple parce qu'il y a quand même les catégories qui sont très établies comme produit ou graphisme. Et là, s'il y a d'autres manières de faire du design, ça crée aussi des tensions. Mais ça reste intéressant avec ça aussi, bien sûr. Sinon, on n'est plus relevant? Pertinent. Merci. Chez nous, on pourrait dire oui, alors plutôt, mais à différentes échelles en fait. Ça part autant de penser justement les différentes générations qui sont dans nos jurys, dans nos experts, en contact avec les designers qu'on a dans le pool de designers soutenus à un moment T, d'avoir aussi ces critères liés à l'innovation, à l'originalité du projet. Il y a aussi un critère de concept de durabilité démontrable, par exemple dans les soutiens à la production, qui veut du coup montrer que c'est quelque chose que la Fondation Suisse pour la Culture soutient dans le design, mais qui fait écho aussi à une demande qui est là de la part des designers ou de la scène du design. Il y a des questions aussi qui vont nous occuper et qui ne sont pas définies et qui font partie de la manière dont les politiques culturelles vont accorder leur soutien à l'avenir. Par exemple, je pense à tout ce qui est en lien avec les technologies autour de l'intelligence artificielle générative. C'est quelque chose qui va devoir en fait avoir une place dans la manière dont on soutient les projets et qui fait écho à la manière dont les designers ou le design travaillent. La même chose par rapport aux émissions CO2, par exemple. C'est quelque chose que, je crois, le dialogue national culturel imagine, c'est-à-dire faire en sorte qu'un soutien soit conditionné à une sorte d'éco-responsabilité. On a des collègues, par exemple français, le Centre national du cinéma, qui le font pour le soutien à la création de jeux vidéo. Donc ça va être, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont arrivées. C'est ce à quoi je pense maintenant. Il y a sûrement d'autres réponses que je pourrais vous donner, mais en tout cas par rapport à ces changements récents, ce sont quelques-uns qui ont marqué la division. Je pense que c'est plus complexe aujourd'hui, mais pour toutes les institutions et chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'au même titre que on peut s'interroger sur la pertinence d'une plateforme muséale bâtie et finie. Quand on parle d'art contemporain, on a tous les mêmes critères. On parle de durabilité et des serveurs d'intelligence artificielle. C'est que le nombre de critères aujourd'hui qui doivent être observés par les institutions pour être compatibles avec le degré d'exigence de la relève, qui est une étape nécessaire, que je ne questionne pas, rend très difficile le travail de l'ensemble des institutions et de l'État. C'est-à-dire que l'inertie de l'État, qui est sur un temps long, n'est pas toujours compatible avec des exigences. Vraiment, mais les institutions culturelles sont partagées. Parfois, pour curater une exposition, il y a une liste de critères auxquels il faut répondre avant l'accrochage qui n'a rien à voir avec il y a 30 ans. Et de nouveau, heureusement qu'on se pose ces questions aujourd'hui, mais que ça complexifie et qu'on ne peut pas reprocher à l'État de ne pas aller aussi vite
qu'une partie de la société. C'est vrai que la pression de la relève sur l'État fait qu'il y a un côté aussi très décomplexé. C'est que il y a 30 ans, je pense qu'il y a un artiste auquel on disait « Souhaiterais-tu faire une œuvre pour une exposition universelle ?» Il fallait être très fort pour dire non, parce que la commande d'État était un prestige, une étape. Aujourd'hui, il y en a plein qui me disent « Mais alors, c'était hyper sympa. Mais alors, de penser que je suis prêt à me soumettre pour pouvoir être sur un de vos événements, c'est dépassé. Et c'est réjouissant d'un point de vue démocratique. C'est formidable que les gens soient décomplexés à ce point-là. Et à un moment, on devra bien se reconnecter aussi. Donc c'est un enjeu de société qui se retrouve dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que la relève, admettons ce label de relève qui est quand même très divers, mais on comprend la relève en soi n'a pas raison sur tout. Et que nous n'avons pas raison sur tout non plus parce qu'on a l'argent. C'est-à-dire que ce rapport de force qui est aussi que le subventionneur, la relève doit aussi payer son loyer et manger. C'est une réalité qui n'a pas encore été dépassée. Je pense que la plupart des artistes et des designers que je fréquente, certains sont prêts à gagner moins qu'avant pour aller jusqu'au bout de leur valeur, mais il n'empêche qu'il est quand même nécessaire de manger, qu'il a envie de monter des projets, que le fait d'être décomplexé fait qu'il y a des projets qui coûtent beaucoup plus cher à monter parce que c'est beaucoup plus grand. Donc ils ont aussi ces paradoxes-là. Donc, je pense que la complexité de la chose, mais ça donne des discussions qui sont passionnantes. Jusqu'où moi, en tant que DFAE, je peux accepter de donner la liberté à un artiste, tout en restant dans ma mission. On se rappelle de Thomas Hirschhorn. Enfin, je veux dire, Hirschhorn au Centre culturel suisse à Paris n'a pas été apprécié à sa juste valeur par le Parlement suisse qui a décidé, et c'est son droit, de réduire une partie des subventions à Paul Wetzier à l'époque. Donc, dans les institutions publiques, on ne peut pas tout, et c'est normal. Il est logique que des Suisses qui payent leurs impôts ne souhaitent pas que la Suisse officielle finance son autocritique à l'étranger. Enfin, il y a quelque chose aussi des deux côtés. Et là, on est dans ce moment précis où on doit augmenter notre capacité à nous entendre de tous les côtés, à comprendre d'où viennent les gens. Mais il n'empêche que derrière ça, ce côté décomplexé, il y a des projets aujourd'hui qui sont incroyables. Il y a une rapidité, il y a le côté positif de la globalisation, des gens travaillent entre eux à une vitesse beaucoup plus rapide que nous. Et parfois, on découvre des projets quand ils sont déjà sur le marché. Il y a un truc assez fou. Enfin, on découvre, tu as des photographes qui font des pop-up à Venise. Sur la Suisse, on découvre ça quand ils l'inaugurent. Et ils viennent même pas demander de l'argent chez nous. C'est qu'à un moment, ils ont dépassé ces choses-là. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'était plus simple avant, mais c'est mieux maintenant. Non, mais c'est passionnant. Et que de nouveau, ça incarne, pour parler de l'image de la Suisse, quand on voit des designers, alors c'est nouveau, ça dépasse le champ du design, mais des designers qui font des choses, et que ce soit des étrangers qui ont étudié en Suisse, qui bossent avec des artisans ici, qui repartent sur d'autres choses. Il y a quelque chose d'assez génial pour notre image, c'est qu'on découvre qu'en Suisse, il y a des gens de moins de 60 ans. On découvre qu'en Suisse, il y a des gens qui pensent différemment. Et nous, on le savait parce qu'on est d'ici. Et profondément, je suis convaincu. Mais dans notre image à l'étranger, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait ce genre de questionnement qui viennent d'un pays qui est perçu. Et je ne parle que de la perception, je ne parle pas de sa réalité. Quand on a 20 ans, il y a peu de gens dans le monde qui se disent « Ah, je vais aller en Suisse, ça va être dingue !» C'est une réalité de la perception. C'est faux. Mais c'est comme ça, et que ces générations-là nous permettent aussi de dépasser ça et de se dire, tiens, on a envie de bosser avec eux, et c'est possible aussi, quand on a 20 ans, de trouver des partenaires en Suisse. Et dans le design, ça se voit, les projets qui sont là, il y a beaucoup des projets que vous soutenez, qui ne sont pas suisseau-centrés, qui ouvrent des portes et qui bâtissent des choses qui sont assez extraordinaires. Si je peux rajouter juste quelque chose par rapport à la complexité, il y a aussi l'ambiguïté que peut entretenir un artiste, un designer, l'ambiguïté de la relation qu'un artiste, un designer peut entretenir avec des institutions comme les nôtres, c'est aussi que quand on pense à toute cette complexité, on n'a pas envie que le fardeau retombe seulement sur l'artiste ou le designer. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est du coup très complexe. C'est quand on imagine que le designer ou l'artiste doit déjà faire ce super dossier, super bien écrit, super bien illustré, avec des propos intelligibles, et il devrait être capable de compenser ses émissions CO2, avoir un concept de durabilité, prouver qu'il n'utilise pas l'intelligence artificielle à outrance, prouver que son équipe est inclusive, et il a les pratiques de diversité dans sa petite entreprise. Enfin, c'est des choses qui sont aussi... Merci. Et dire merci, prendre un rapport, mettre notre logo, enfin, c'est aussi des choses... voilà, ça devient complexe, et la lenteur de nos institutions, elle vient aussi de ce fait-là, quoi. Comment est-ce que tu peux faire que ça ne devienne pas impossible pour les jeunes designers, la relève, qui doivent aussi apprendre à faire des dossiers, apprendre
à être comment dire, soutenu, parce qu'en fait, on voit aussi qu'il y a des dynamiques dans ce sens-là. Une fois que tu as soumis un dossier, que tu as été pris, tu as quand même beaucoup plus de chances de comprendre comment une institution comme ça fonctionne que si ça n'a jamais été le cas. Donc ça va encore nous occuper assez longtemps et il faudra vraiment ce dialogue entre les institutions et les personnes qu'on souhaite soutenir pour que ça fonctionne. Ou on attend jusqu'on n'a plus d'argent. C'est pragmatique. Voilà. On continue à nous couper les budgets. Non, mais parlant d'argent, tout ça est juste, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà parlé de ça avant dans notre panel, je n'étais pas là. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour des designers en Suisse. C'est nous deux et il y a encore un canton qui soutient le design et voilà, c'est fini. Il y a pas beaucoup de fondations privées, les cantons ils font rien, presque rien. Et ça c'est aussi particulier en design. Et oui, en Romandie il y a encore le prix Lénard, c'est ça, et d'autres choses, mais il n'y a pas cette c'est pas évident comme dans les beaux-arts ou dans la musique ou la littérature. Il y a beaucoup moins de soutien aussi. C'est lié aussi à cette image qu'on a évoquée un peu à la table ronde avant, ce lien à l'industrie, effectivement, oui, comme le design a longtemps été associé à l'industrie et perçu uniquement par ce biais, oui. On a toujours pensé qu'il était autosuffisant, qu'il n'avait pas besoin de soutien, d'où la difficulté aujourd'hui de reconnaître aussi les designers comme des créateurs à part entière. Il y a quelques prix de design, dans le canton de Vaud, il y a la Fondation vaudoise pour la culture, mais qui n'est pas uniquement dédié au design, mais sur lequel le design maintenant a un peu plus de poids, mais parce qu'un membre du MUDAC en fait partie. Oui. Donc du coup, ça permet d'infiltrer et de consolider, mais ce n'est pas une reconnaissance, on va dire, naturelle, hein. Ça a été une conquête. Donc effectivement, au-delà des institutions que sont les vôtres, le design a peu, mais parce qu'il est encore perçu comme tellement lié à l'industrie et donc à un certain profit, que c'est compliqué effectivement de le définir véritablement comme un objet créatif. Il y a il faut dire quand même que l'art contemporain génère aussi des profits. Il y a un certain nombre d'artistes suisses qui vivent relativement de leur vie, donc le procès du marché de le design, il y a une injustice, une incongruité. On sait d'où ça. Enfin, il y a une histoire, mais c'est vrai qu'on pourrait réinterroger cela. Parce que des peintres aujourd'hui gagnent plus d'argent que des designers. Enfin, c'est pas intrinsèquement plus profitable d'être designer industriel que d'être artiste contemporain. Non, et il y a aussi une sorte, je me permets de dire ça, mais aussi une sorte d'hypocrisie, dans le sens où justement, on dit par exemple le Covid a révélé la précarité des travailleurs culturels, dont les designers, ça fait partie du prochain message culture, donc cet outil stratégique qui définit la manière dont on travaille de créer en fait ces environnements stables et professionnels pour n'importe quel praticien culturel. Mais c'est quelque chose qui a quand même, qui a toujours été comme ça. Et justement pour nous, pour le design, ce serait vraiment important qu'il y ait de plus en plus de considération de tous ces champs dont on parle que le design touche, que ce soit la promotion économique, l'innovation, le soutien à la culture aussi justement quand même de la part des autres villes, des autres cantons, où on pourrait en fait faire en sorte que le design soit considéré comme une autre pratique culturelle ou à l'intersection de ces disciplines. Mais ça, pour en revenir un peu à la Suisse, comment la Suisse fonctionne, ça fait aussi partie des silos qui sont durs à casser, de la manière dont nous, on a de la chance déjà de pouvoir se parler, d'être dans des départements différents, mais de pouvoir encore aller parler à nos collègues de l'économie ou de l'innovation, on peut le faire de manière relativement informelle, mais pour que formellement les choses changent, ça prend du temps. Ça va prendre encore un peu de temps. Et ça a régressé un peu. Pour rendre justice en vaudois à Keller, à l'époque de Pierre Keller, il avait réussi à embarquer le SECO notamment, donc il s'était appuyé aussi sur la dimension économique de ça dont tu mentionnais, et qu'il y a eu un moment dans les années 2010, où effectivement ce n'était pas que dans le champ culturel, mais il y a eu plus d'argent pour le design, parce que l'économie a reconnu ses qualités, et il y a eu des projets notamment en Chine qui ont été faits. Donc il y a eu un moment comme ça, on a un peu régressé, parce qu'il y a moins cette dynamique-là, et qu'on s'est retrouvé plus dans le champ culturel. Donc c'est à la fois un objet culturel, mais ce n'est pas que culturel, ce qui est la force, le malheur et la chance du design.
et que par contre l'économie est moins présente qu'elle l'a été il y a quelques années. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup qui est lié aussi des personnes. C'est comme le MUDAC, par exemple. C'était à cause d'une énergie qui était là, un intérêt de une personne, plusieurs personnes qui ont pu construire même truc pour espace contemporain. C'est votre énergie qui tire, qu'il y a ça toujours. C'est pas beaucoup d'argent qui est dedans aussi, c'est beaucoup de passion. Il y en a des initiatives aussi à Zurich qui viennent de rien. Il n'y a pas de soutien ou pas beaucoup de soutien pour des initiatives nouveaux dans le design. Et il y a aussi parmi vous, il y a aussi des gens qui font des trucs parce qu'ils ont envie et ils voient ce que c'est important. Il y a des trucs qu'il faut dire et faire. Et, ouais. C'est un peu ça, oui. Mais non, ouais, on s'éloigne, je crois, des questions, mais on y travaille. Enfin, je crois que c'est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire qu'on a cette vision de pouvoir essayer de casser ces silos. Ça va passer aussi par de la reconnaissance politique de qu'est-ce que le design, qu'est-ce qu'il peut faire, qui sont les gens qui travaillent dans cette industrie, quels sont les revenus que ça génère, donc produire des données, etc. C'est des choses qui nous occupent, en tout cas on en discute. Il y a des pays qui l'ont fait et qui ont réussi à le faire en 10 ans, tourner la situation. On pense notamment au Royaume-Uni. Enfin, on a de la chance de pouvoir travailler de manière semi-étroite à l'heure actuelle avec le British Design Council qui a lancé un rapport sur l'économie du design et la manière en fait dont ça a pu visibiliser cette discipline et l'ancrer en fait dans toutes les strates de la société. Voilà, c'est pas forcément exactement cette approche-là copier-coller qu'il faut avoir pour la Suisse, mais de pouvoir penser en fait dans ces directions-là et de créer en fait un mouvement voilà, plus unifié, plus fédéral. Ça, c'est aussi quelque chose qui est peut-être intéressant à soulever. S'il y a une scène du design roman, c'est aussi parce qu'il y a des barrières, il y a un Röstigraben, il y a des problèmes de mobilité, de langue. Enfin, c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps. Nous aussi, simplement pour qu'un designer de Lausanne vienne au Zurich Design Weeks, à devoir payer plus de 100 francs de train si on n'a pas de demi-tarif. Enfin, c'est des choses qui sont des barrières réelles et qui sont à casser. À travers des manières plus fluides de faire les choses, mais après aussi de pouvoir trouver ces énergies dont Anna parlait et faire en sorte qu'elles soient concrétisées et pérennisées. Et ça prend du temps, mais on a bon espoir, je crois. Je crois qu'on est raccord là-dessus. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le MUDAC lance ce projet. Ouais, c'est aussi pour essayer de visibiliser davantage encore et de, effectivement, sensibiliser le politique, notamment, roman principalement, sur l'existence de cette économie particulière et de ce qu'on pourrait faire encore pour valoriser ça. Moi, j'ai une question maintenant alors, véritablement orientée sur présence suisse et notamment sur House of Switzerland à Milan. Il y a déjà eu donc 2 éditions. Il va y avoir la 3e ce printemps. Est-ce qu'il y a déjà un premier bilan entre l'objectif de départ, effectivement, de visibiliser ce côté très positif de la Suisse, cette image d'un pays créatif en design, etc. Quelle est la plus-value qu'on retire, on va dire, présence suisse, ou en tout cas le résultat positif que vous en tirez? Est-ce que, avec les éditions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, est-ce que vous semblez avoir répondu à votre mission? Et après vous, quelle devrait être la suite de cette aventure? Merci pour cette question simple. C'est vrai que quand on a décidé de s'associer, de coproduire avec Pro Helvetia à Milan, c'était parce qu'il y avait un intérêt. Pro Helvetia était déjà à Milan avant, puisque ça reste un rendez-vous global du design. Est-ce que c'est le seul? Est-ce que c'est le meilleur? A priori, dans l'analyse qui a été faite, ça reste une étape importante. Il y en a d'autres qui sont meilleurs dans certains éléments, d'autres qui sont plus shiny, glamour, mais globalement, c'est un peu le cadre du design. Est-ce qu'il faut aller dans le cadre du design ou pas? C'est une question qu'on peut se poser, mais on s'est dit, ok, allons-y. Il y avait un intérêt conjoint pour la relève, qui était déjà le programme de Pro Helvetia qui était à Milan, et pour nous, en termes d'image, dans un pays voisin,
et aussi de manière plus large que Milan, mais il y avait une réflexion bilatérale dans le nord d'Italie, plus une vision plus globale de positionner la Suisse comme étant un pays où il y a des industries créatives et innovantes. Donc on s'est dit, pour le faire, il faut un certain temps, donc on s'est engagé sur 3 ans, à 50-50, et au départ, on s'est dit, comme ça on fera, c'est une proof of concept. Ça prend ou ça prend pas. Et selon les dimensions qu'on observe, ça a pris ou ça n'a pas pris. C'est que le rêve initial de se dire que la scène du design allait s'emparer de cette proof of concept pour se dire c'est formidable, on va la coporter, nous attendons encore. Mais ça fait ma première réunion que j'ai eue quand j'ai commencé à Présence Suisse, c'était même avant de commencer officiellement, c'était à Saint-Symphorien, où il y avait Patrick Raymond, Pierre Keller, toute la scène du design qui disait on se structure, on va y aller. 13 ans plus tard, et je ne dis pas que c'est bien ou pas d'être structuré ou pas structuré, que ce n'est pas mon jeu. Mais il s'avère qu'il n'y a pas aujourd'hui, et on a eu ces discussions aussi à Milan avec les exposants, donc il n'y a pas aujourd'hui une espèce de fêtière du design qui serait capable, le textile le fait, Swiss Textile le fait, dans d'autres domaines de création artistique, des fêtières se sont structurées pour organiser elles-mêmes leur présence. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour des bonnes, des mauvaises raisons, c'est une ongoing discussion. Sur le fond, on a prouvé qu'on arrivait à attirer à Milan par un investissement important. C'est-à-dire que l'investissement qui est fait aujourd'hui ensemble est 5 à 6 fois plus important que ce qui était fait il y a 3 ans. Donc l'argent joue un rôle à Milan. Mais en étant au centre de Milan avec une maison dédiée sur la relève, que ce soit les écoles, les designers émergents et des projets de l'industrie ensemble, on arrive à avoir 20 000 personnes qui viennent en 5-6 jours. On a une couverture médiatique et en comparaison avec d'autres pays, parce qu'on se mesure aussi, c'est un milieu concurrentiel aussi, on voit qu'on a réussi à installer à Milan un rendez-vous qui commence, et il a fallu 2-3 ans. C'est que la première année, quand on arrive, on a moins de journalistes que la deuxième. L'intérêt maintenant, quand on envoie un communiqué de presse, on sent que ça réagit différemment parce que les gens savent qu'il y aura la Maison Suisse à Milan. Ça laisse la question ouverte pour 2026, qui est une discussion en cours. Mais effectivement, ça montre que quand on travaille ensemble, et l'OFC s'est associé aussi depuis l'année passée à cette maison, donc ensemble, on arrive à renforcer la visibilité. Donc l'objectif premier, qui est de renforcer la visibilité de la Suisse dans un lieu où le design se rencontre, ça, on n'est pas aussi haut qu'on aimerait et qu'on devrait, mais on est déjà beaucoup plus haut qu'avant, d'une part, et d'autre part, ça crée des opportunités. Il y a plusieurs, pour être un peu marketeux, mais il y a des success stories, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui ont été atteints ou des studios émergents ont eu des rencontres à Milan qui sont développées ensuite. Il y en a même pas mal qui l'ont fait. Donc de ce point de vue-là, on a prouvé que ça pouvait fonctionner. Voilà. Vous avez un suivi avec les designers qui exposent, qui vous font une sorte de rapport sur la suite de House of Switzerland? Oui, alors il y a des outils qu'on utilise qui sont souvent les rapports par rapport à ces présences-là. Et puis après, il y a en fait un suivi personnel. En fait, on a de la chance de pouvoir être disponible ou relativement disponible, aller dans des événements, des collègues super comme Marie ici qui prennent leur rôle bien à cœur et qui ont en fait cette possibilité de faire ce suivi-là avec les designers. Et on reçoit donc pas mal, on reçoit en fait ces success stories et on a aussi comment dire, entraîné ça, c'est-à-dire écrivez-nous, c'est quelque chose de bien qui se passe. En fait, c'est super pour nous de le savoir et en fait, on est ravis de voir que ça a un impact. Ensuite, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, voilà. Peut-être quelque chose d'autre à souligner aussi, parce que c'est en rapport avec le panel précédent, c'est la visibilité dans la presse. C'est quelque chose avec lequel on a beaucoup travaillé avec Présence Suisse par rapport à leur expertise sur ce sujet-là. Et ça, c'est aussi un indicateur de succès, en fait, que ce soit pour des portraits, pour des projets, pour l'initiative de manière globale. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est un travail vraiment très précis, très millimétré, je dirais même, par rapport à toute la place que prend la communication dans ce genre d'initiative. Et c'est vraiment important. Et sans le maîtriser, sans le contrôler, sans connaître les enjeux de cette scène-là, qui est aussi de plus en plus difficile à choper. Hein. Comment est-ce qu'un journaliste vient dans ta maison? Enfin, ça passe par des soupers raclettes avec après de savoir qui sont les bons influenceurs qui vont venir à ces soupers raclettes. Donc c'est quand même assez intéressant. Et peut-être quelque chose aussi, je peux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Alexandre, c'est qu'on ne peut pas non plus mettre la faute sur les acteurs suisses de ne pas avoir su saisir cette opportunité parce que justement, de la transformer au-delà de nous
après ces 2 ans, voire 3 ans, et encore peut-être que ça va arriver, mais on verra, je pense pas, parce que ça prend du temps, c'est que c'est justement à cause de toutes les limites dont on a parlé avant en termes de reconnaissance, en termes de soutien financier, en termes de catégorisation du design et puis de fédération de la scène, en fait. De pouvoir faire en sorte que cette initiative soit portée par ces acteurs, justement, qui a les moyens financiers qu'on a ensemble pour mettre ce projet sur pied. C'est pas encore demain que ça va exister. Un autre acteur important, il y a certains de ses représentants ici, c'est la Swiss Design Association. Ils ont été fondés par les pères fondateurs du design en Suisse, mais ils sont soutenus structurellement par l'Office fédéral de la culture qui soutient, donc c'est pas toi, mais tes collègues, qui soutiennent les associations professionnelles représentant les disciplines artistiques depuis 2021 seulement. Et les chiffres sont publics, avec un montant relativement petit qui a permis déjà d'upgrader leur jeu, la manière de se professionnaliser eux-mêmes pour professionnaliser la scène. Mais par exemple, Visarte reçoit 5 fois plus, donc l'association qui représente les artistes arts visuels, l'association des éditeurs de Suisse aussi reçoit, non, mais plus, 8 fois plus, voilà, les chiffres sont publics, vous pouvez aller regarder, mais c'est aussi des marqueurs et ça va prendre du temps, ça va vraiment prendre du temps et je pense que dans l'idéal, si on avait les moyens de continuer une House of Switzerland sur 15 ans, on pourrait en fait initier ce changement, mais 3 ans à montrer le besoin, à montrer l'envie, à montrer ce qui était possible de faire et à montrer que c'était vraiment juste, c'est vraiment justement placé et puis on verra ce qui se passe. Touche du bois. Pardon ? Touche du bois mauve. Ou alors si quelqu'un a envie de venir avec nous. Si certaines des grandes marques du design, il y a aussi ça aussi, la solidarité à l'intérieur du champ. Il y a d'autres domaines où des marques ont une espèce de redonner à la scène ce qui s'est fait. Et nous, c'est pas un reproche que je fais à cette salle parce qu'il y a des réalités différentes, mais en tout cas, on sent que les gros de l'industrie en Suisse, auxquels on peut penser naturellement, qui sont davantage en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, pour parler de ça aussi, ont moins que dans d'autres domaines cette volonté de participer à une plateforme commune. Ils ont leur propre showcase à Milan et ils font du business et c'est normal. Enfin, il ne faut pas critiquer une entreprise qui est là pour faire sa mission première, mais il y a peu de volonté. Ils regardent ça avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. Mais vraiment, en plus, ils nous disent c'est super ce que vous faites, mais il n'y a pas ce côté de c'est tellement bien qu'on va aussi participer. Mettre à disposition notre réseau, indiquer dans leur communiqué de presse qu'il y a aussi une maison suisse avec ça, toutes des choses qui dans d'autres industries ou dans d'autres pays qui sont présents à Milan se passent. Les Scandinaves ont une notion beaucoup plus de l'équipe danoise. L'équipe danoise, les grandes marques collaborent aussi et pensent qu'elles contribuent à renouveler l'écosystème, que c'est profitable pour eux sur un temps plus long. En Suisse, on a moins cette culture-là aujourd'hui. Pour plein de raisons, c'est l'histoire de ce pays et des différentes structures, mais on sent aussi que ces différences par rapport à d'autres acteurs sont, de ce point de vue-là, les grands qui sont déjà à Milan, ils sont très bien et ils restent. Même si certains commencent à interroger même leur présence à Milan, il y a aussi, en plus de nos propres discussions, est-ce que c'est le bon format pour le design ? Mais il y a quand même ce truc-là qui fait de partie, c'est que tous les acteurs n'ont pas forcément des alliances comme dans d'autres pays. Voilà. Et quand ça marche, les Scandinaves ont quand même réussi, les Danois ont réussi à imposer en l'espace de 20 ans une marque. C'est que si on demande n'importe où sur Terre quel est le pays du design, le Danemark arrive plus rapidement que la Suisse. Alors que la qualité du design suisse et sa diversité n'a pas grand-chose à envier aux Danois, mais ils ont réussi en marketing, parce qu'ils ont des marques qui sont répandues, parce qu'ils ont une politique globale plus incitative, à installer leur marque davantage que c'était le cas, ou que c'est le cas pour l'instant de la Suisse. On fera comme pour le fromage, on deviendra l'autre pays du design à côté du Danemark. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques dans l'Assemblée ? Maroun ? En fait, c'est une question assez terre à terre parce que en fait, ça a été évoqué, donc le design roman, la Romandie et tout ça. Et puis, Anna a parlé d'un sismographe. Mais est-ce que vous avez comme ça une perception de l'évolution du design roman en nombre, en pourcentage, dans les expos, les designers, la présence romande?
elle a nettement progressé, mais est-ce que vous arrivez à la quantifier, à établir une sorte de photographie de où se trouve le design roman aujourd'hui? Et normalement, on n'aurait pas le droit de... non, parce qu'on justement, c'est une blague, c'est juste parce qu'on représente donc, la Suisse dans son ensemble. Après, je vous parlais avant de ces régions, ces clusters où il y a en fait des forces qui s'auto-nourrissent et qui font qu'il y a en fait un réel pool de talents. Et je pense que je dois dire que les designers de l'ECAL, par exemple, sont toujours en fait perçus comme étant compétents par rapport à nos critères à nous, hein, qui sont des dossiers, qui sont partager des idées, qui sont partager un projet, une vision. Et ça, j'ai pas de statistiques et je pourrais pas vous le dire. Et j'ai travaillé pour l'ECAL avant, donc c'est pour ça que je marche sur des œufs. Mais je pense qu'il y a cette culture qui est dans cette école, par exemple, qui est de vraiment mener un projet de A à Z, c'est-à-dire de autant penser l'idée que sa documentation et la manière dont on l'a partagée au monde qui est une plus-value vraiment très forte. Mais je ne veux pas du tout pour autant dire que d'autres écoles ne le font pas. Il y a des profils émergents aussi, par exemple l'école des arts appliqués de la Chaux-de-Fonds. Enfin, ils ont aussi recruté beaucoup d'alumni des écoles de l'ARED, de l'ECAL, les RACOM fait pareil. Et je pense que ça crée vraiment des énergies nouvelles qui font que les nouvelles générations s'identifient à celles de juste d'après ou juste d'après et qui donnent vraiment qui poussent en fait vers le bon sens. Je ne sais pas si ça répond dans une certaine mesure à ta question. Ouais. D'autres questions ou d'autres commentaires? Si ce n'est pas le cas, je remercie nos trois invités du panel. Merci beaucoup Anna, Cécile et Monsieur Edelman. Alors, si tu vas déconstruire, soit tu donnes les noms de tout le monde, soit les prénoms de tout le monde. Alexandre. Faisons l'effort commun. Et donc, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes à peu près pour la troisième et dernière table ronde de l'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ma